Voilà, avec les titres de l'actualité parlementaire et politique, elle est très Sénat aujourd'hui avec l'audition hier de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire. Bonjour Saveria. Bonjour à tous. 3 heures d'explication et pas de mea culpa. Christophe Castaner et Bruno Le Maire ont répondu hier aux questions des sénateurs. Après les violences qu'a connues Paris ce week-end, le ministre de l'Intérieur a été clair. Il reste sur sa ligne. Il n'y a eu aucune erreur d'impréparation. Ce sont les ordres qui n'ont pas été exécutés. Le début de l'examen de la loi LOM, la loi mobilité au Sénat, avec 240 amendements votés en commission. C'est un parcours compliqué qui attend ce texte, un texte qui se penche sur les transports de demain. L'enjeu majeur pour les sénateurs, le financement des infrastructures qui, selon eux, n'est pas assuré. Le Sénat se penche sur le Brexit. Un grand colloque est organisé aujourd'hui en présence de plusieurs figures politiques. Objectif, réfléchir aux conséquences pour l'économie française. À Londres, l'incertitude est à son comble. Theresa May va demander un report officiel du Brexit à la veille d'un Conseil européen crucial. Ni erreur, ni laxisme. 3 heures d'explication et aucun mea culpa après les violences du week-end. La ligne de défense de Christophe Castaner hier devant les sénateurs est limpide. Il n'y a eu aucune erreur d'impréparation. Ce sont les ordres qui n'ont pas été exécutés. En cause pour le ministre de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris. Explication. Résumé ces 3 heures d'audition avec Jonathan Dupriez. Dans la même salle, au même moment, Christophe Castaner, Laurent Nunez et Bruno Le Maire ont dû rendre des comptes aux sénateurs, tant sur les conséquences économiques liées aux dégradations des casseurs que sur l'aspect sécuritaire de la dernière manifestation des Gilets jaunes. Samedi dernier, il y a eu à la fois des dysfonctionnements dans l'application de la doctrine que nous avons fait évoluer et qui a évolué, je le rappelle, après le 1er décembre. Et puis il y a eu un phénomène constaté de dépassement face à la violence. En question notamment, l'usage plus mesuré des LBD. Les policiers avaient-ils l'autorisation de tirer samedi pour arrêter instantanément les délinquants en action ou devaient-ils attendre des ordres qui ne venaient pas? Il y a eu des instructions d'utilisation plus prudente, plus mesurée des lanceurs de balles de défense qui ont été données et ça ne correspondait pas aux instructions générales qui avaient été données par les ministres et c'est un dysfonctionnement effectivement majeur. En plus de la loi anti-casseurs adoptée au Sénat, le gouvernement a annoncé des mesures pour mieux encadrer les manifestations. Mais pas question pour le ministre de l'Intérieur d'aller vers l'instauration d'un état d'urgence. Je n'exclus pas l'état d'urgence par principe. Je l'exclus parce que j'ai le sentiment qu'il ne nous donnerait pas forcément de moyens supplémentaires pour neutraliser ceux qui viennent casser. De son côté, Bruno Le Maire a réévalué le montant des dégâts engendrés par les casseurs depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros. Si les commerçants, profession la plus impactée par les dommages, bénéficient de certains aménagements sociaux et fiscaux, le ministre de l'économie ne prévoit pas l'instauration d'un fonds spécial d'indemnisation. Est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence? Je pense qu'il est moins efficace, je le dis très sincèrement, que tous les dispositifs que nous avons mis en place. Les sénateurs ont annoncé qu'ils procéderont à des auditions complémentaires. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sera entendue dans les prochains jours. Alors, lors de cette audition, Christophe Castaner a tout de même reconnu que les événements de samedi montraient les limites d'un système. Le gouvernement annonce donc un changement de doctrine du maintien de l'ordre. Un changement qui ne va pas sans inquiéter l'opposition, notamment les socialistes. Je vous propose d'écouter leur chef de file au Sénat, Patrick Kanner. Il y a un changement de doctrine qui va aboutir à ce qu'on appelle aller au contact. Plus de mobilité et dans une logique de prévention, d'isolement des casseurs. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être les risques que nous allons prendre, que le pays va prendre. Il n'y a pas eu de blessés très lourds, des blessés importants, notamment par les LBD, donc personne ne peut le nier. Mais là, on est sur un autre échelon. Donc est-ce que nos forces de police sont préparées? Elles sont fatiguées? N'y aura-t-il pas des provocations samedi prochain? N'y aura-t-il pas des réponses inutiles, en tout cas excessives à ces provocations? Voilà, c'est tout le débat. L'exécutif prend un risque. Voilà, on poursuit avec l'œil 2 dans un instant. À tout de suite.
Rubrique L'œil 2, c'est le moment des éclairages. Bonjour Benjamin Bonjour. Morel et merci d'être sur ce plateau ce matin pour nous éclairer. Bonjour Benjamin, 3 heures d'audition, un réquisitoire méthodique, comme à son habitude, de la part de Philippe Bas, le président de la Commission des lois. Tout d'abord, que vous ont inspiré les réponses, l'attitude du ministre de l'Intérieur, de Christophe Castaner? Pour être tout à fait franc, un peu d'inquiétude, parce qu'on voit actuellement qu'il y a quand même des dysfonctionnements majeurs après une période qui est relativement longue de dysfonctionnement et d'errement dans la gestion de la sécurité de ces manifestations. Alors on peut le comprendre, c'est-à-dire qu'en effet, on a affaire à des types de mouvements sociaux que l'on n'avait jamais réellement connus, avec des manifestations non déclarées, des black blocs très présents qui parfois viennent de l'étranger. Et pour le ministère de l'Intérieur, c'est compliqué. On voit qu'il y a eu visiblement, d'après ce que nous dit Christophe Castaner, des évolutions dans les doctrines de défense. On voit également que ça a dysfonctionné. Et on ne sait pas tout à fait à quel niveau ça a pu dysfonctionner. Christophe Castaner, le ministre avait une ligne hier, il n'est responsable de rien face aux événements de samedi. Ses troupes étaient prêtes à faire face aux casseurs, ce sont les ordres qui n'ont pas été suivis. Ça met un peu mal à l'aise quand même cette façon qu'a le ministre de se défausser, de charger le préfet de police de Paris. Si vous voulez, ça met un peu mal à l'aise parce qu'il y a deux théories qui sont tenables. Soit, en effet, ce que nous dit Christophe Castaner est vrai, et dans ce cas-là, on a un vrai problème. C'est-à-dire que le politique ne tient plus le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère régalien, qui est un ministère important, et qui est un ministère avec, qui plus est, des troupes militaires sur ses ordres. Donc on peut s'interroger tout de même sur le fonctionnement d'un tel ministère. Soit on a un politique qui a fait le choix, et on peut le comprendre, d'avoir une doctrine qui permettent d'éviter les morts, qui permettent de ne pas trop aller à l'affrontement, mais cette doctrine ne l'assume plus et il se défausse. Donc dans les deux cas, cette audition laisse en effet une impression de malaise. Justement, en politique traditionnellement, un ministre assume sa décision, il ne se défausse pas sur les fonctionnaires dont le rôle des fonctionnaires, c'est précisément d'exécuter des ordres politiques. Oui, alors après, si jamais il les exécute mal, on peut en effet considérer qu'il y a eu un problème du point de vue de la hiérarchie administrative. Toutefois, il n'est pas évident qu'il l'ait mal exécuté en l'espèce. Et encore une fois, là-dessus, face à de tels événements, il y a une responsabilité politique. Il y a une interrogation du politique et de la politique qui est menée. Que Christophe Castaner ne tienne pas son ministère ou que Christophe Castaner ait fait le mauvais choix en termes de maintien de l'ordre, dans tous les cas, il doit en porter une forme de responsabilité. Benjamin, j'aimerais maintenant qu'on écoute Philippe Bas, le président de la Commission des lois, à l'issue justement de cette audition hier. Il répond, Philippe Bas, sur le rôle du Sénat dans le contrôle de l'action du gouvernement. Il y a un lieu où le gouvernement est obligé de s'expliquer devant les Français, et ce lieu, c'est le Parlement. Et je crois que c'était nécessaire, après les événements de samedi, qu'il y ait ce temps d'écoute, de questions, de dialogue aussi, pour que les ministres comprennent que, au fond, ces parlementaires qui viennent de tous les départements de France, ils sont porteurs de quelque chose d'important. Une inquiétude, une angoisse, une attente urgente et pressante que l'ordre public soit assuré, que dans notre République, les libertés essentielles soient garanties par le respect de l'ordre public et que les débordements auxquels on a de nouveau assisté samedi ne doivent pas se répéter. Encore une fois, le Sénat montre son rôle pivot dans l'équilibre des pouvoirs et dans le contrôle de l'action du gouvernement. Oui, on a souvent interrogé déjà l'importance du Sénat, puis l'importance de ce rôle de contrôle. Depuis quelques mois, on voit que ce rôle est essentiel et que ce rôle, il est bien exercé. Alors on peut toujours s'interroger sur les soubassements en termes politiques qui sous-tendent les questions de la majorité sénatoriale. Toutefois, puisque bien sûr le Sénat est dans l'opposition. Et dans l'opposition, et qu'en effet, on sait que Christophe Castaner est très contesté aujourd'hui par l'opposition, que ce soit ici ou à l'Assemblée nationale. Mais toutefois, les questions très techniques, dans le fond, qui ont été posées hier aux 3 membres du gouvernement, montrent que cette action, elle est importante parce qu'on a appris beaucoup de choses, en fait, sur cette doctrine de maintien de l'ordre. Tout le monde a salué justement l'aspect méthodique de cette audition de Philippe Bas. Et c'est ça le contrôle démocratique. C'est-à-dire que les représentants du peuple puissent justement, quand il y a un dysfonctionnement, comprendre d'où vient ce dysfonctionnement et qui en a été fautif. Merci beaucoup Benjamin. Merci à vous. Benjamin Morel. Et dans le reste de l'actualité, le début de l'examen de la loi mobilité, la loi LOM, Saveria. Avec 240 amendements votés en commission, c'est un parcours compliqué qui attend ce texte, un texte qui se penche sur les transports de demain. L'enjeu majeur pour les sénateurs, le financement des infrastructures qui selon eux n'est pas assuré. Explication Quentin Calmet.
C'est toute l'ambition de cette loi mobilité, fixer le cadre général des politiques de transport pour les 10 années à venir. L'examen du texte a commencé hier au Sénat par un long inventaire à la Prévert, chaque sénateur souhaitant ajouter un projet structurant de son département à la discussion. Canal Seine-Nord, A45 ou encore nouvelle ligne à grande vitesse. Je m'attarderai plus volontiers sur le projet de ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan, à propos duquel j'ai déjà dû intervenir ici même plus d'une dizaine de fois au cours de ces dernières années. Une loi mobilité qui vise à réduire la fracture territoriale en matière d'accès au transport. Un objectif partagé entre sénateurs et gouvernement, mais très rapidement c'est sur la question du financement que la discussion se tend. Ce projet de loi, il est tout sauf sincère, il n'est pas sincère, il n'est pas crédible et il n'est pas fiable. Et nous considérons que ça n'est pas sérieux. Parce que ce projet de loi, il est prêt depuis à peu près 1 an. Il y a déjà 1 an, vous étiez en attente qu'il soit inscrit. Alors vous nous dites que vous travaillez à trouver des solutions de financement. Mais encore une fois, pour un texte qui est prévu depuis et qui est bouclé depuis 1 an, c'est juste pas sérieux. En cause, les 200 millions d'euros qui manquent chaque année après 2020 dans le financement des infrastructures de transport. Avec la crise des gilets jaunes et l'abandon de la hausse de la taxe carbone, le gouvernement ne sait pas comment financer ces grands projets. Mais je pense pour le coup que c'est un sujet dont nos concitoyens se sont beaucoup emparés dans le grand débat. Il me paraît légitime d'attendre les conclusions de ce grand débat pour trancher la nature de la ressource. Hier, ce sont 80 amendements qui ont été examinés. Il en reste encore près de 800 à discuter. Prochaine étape, la question des compétences des collectivités locales dans l'organisation des mobilités. Voilà, deuxième invité politique de cette émission, le face-à-face. Dans un instant, à tout de suite. Bonjour, Stéphane Piednoir, vous êtes sénateur du Maine-et-Loire, Les Républicains. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Merci. Bonjour Stéphane Piednoir. Avant de vous interroger, on vient de le voir dans le sujet, sur les transports, sur la loi mobilité, les transports de demain, j'aimerais tout de même avoir une réaction sur les auditions de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire hier. Vous avez assisté, vous étiez dans la salle avec les deux ministres. Quel est votre sentiment? Comment avez-vous trouvé les réactions des ministres, les réponses des ministres? Oui, effectivement, j'ai assisté à ces auditions hier pendant près de 3 heures. On n'a pas appris grand-chose de fondamental. On a d'abord assisté à un discours de politique générale de la part de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui nous a fait un exposé sur l'état de l'économie française, de la macroéconomie, alors que les questions qui étaient posées portaient sur les difficultés des commerçants qui sont depuis 18 semaines maintenant confrontés à des violences, qui ne sont pas en capacité d'exercer simplement leur métier. Donc on était un petit peu hors sujet pour la première partie de ces auditions. Et puis ensuite, on a évidemment questionné, on a interrogé le ministre de l'Intérieur sur les conséquences, les premières mesures prises par l'exécutif, et notamment le limogeage du préfet de police de Paris. Vous avez le sentiment que Christophe Castaner n'assume pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé samedi et se défausse sur la préfecture de police de Paris ? En tout cas, il a été extrêmement sévère, effectivement, sur les responsabilités du préfet de police, en disant qu'il y avait eu des dysfonctionnements, que des consignes n'avaient pas été exécutées. C'est quand même relativement grave lorsqu'un ministre de l'Intérieur dit que ses subalternes les plus proches, les plus directs, n'exécutent pas des consignes de maintien de l'ordre. C'est vraiment, il y a quelque chose d'inquiétant. Alors venons-en maintenant à la question des transports. Vous présentez aujourd'hui un rapport sur la fin des véhicules polluants, des véhicules diesel. Quelles sont tout d'abord les conclusions de ce rapport? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors plus exactement, c'est un rapport dans le cadre de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, donc que je mène, une mission que je mène depuis 6 mois avec ma collègue députée Huguette Yegna, députée du Lot. Près de 150 personnes entendues dans le cadre de ces auditions, tout simplement pour évaluer les scénarios envisageables pour atteindre l'objectif qui avait été fixé par Nicolas Hulot, alors ministre de l'écologie et de la transition écologique à l'époque, d'atteindre l'objectif de fin de commercialisation des véhicules émettant des gaz à effet de serre. Alors avec un petit lapsus, puisqu'il y a le côté thermique qui est remplacé par émettant des gaz à effet de serre, c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, voilà, on était... c'est diesel, hein, notamment. Alors c'est essence et diesel, en fait. Voilà. C'est carburant, essence et diesel. Et donc, il fallait construire, il fallait évaluer des scénarios plausibles. À quelles conditions peut-on atteindre cet objectif? Est-ce que le diesel, pour parler clairement, est-ce que le diesel a encore un avenir en France selon vous? Alors, il faut savoir de quoi on parle. En réalité, le rapport que nous allons donc dévoiler dans quelques minutes en fait, auprès des commissions de l'Assemblée nationale
s'intéresse particulièrement aux véhicules particuliers, aux voitures particulières. Le diesel aura encore son utilité, notamment on pense à des engins lourds, des engins de l'armée. Il faut rappeler bien sûr que c'est un enjeu majeur parce que des milliers d'emplois sont en jeu. Bien sûr, c'est près de 400 000 emplois en aval et en amont sur cette filière automobile. Donc oui, il y a un enjeu fort. Et comme je disais, on peut imaginer des mobilités propres, l'électrique, l'hydrogène, le GNV aussi en font partie, mais le diesel fait aussi partie d'une possibilité technologique pour des véhicules très lourds. Je disais à l'instant les véhicules de l'armée. On n'imagine pas aujourd'hui envoyer des véhicules à batterie en se disant tiens, au bout de 3 heures, il faut recharger. Ça se passe pas tout à fait comme ça. On ne peut pas prendre ce genre de risque pour ce type de véhicule. Le Sénat est en train d'examiner en ce moment même la loi mobilité, la loi sur les transports de demain. Vous avez déposé plusieurs amendements à ce projet de loi. Est-ce que tout d'abord, comme la majorité des sénateurs, vous êtes inquiet du financement de cette loi, du financement des infrastructures de transport de demain ? Bien sûr, je suis aussi inquiet du rythme auquel on examine les articles. On est à l'article 1A après la séance de nuit hier soir. Oui, le financement, évidemment, c'est l'objet des prises de parole, de la majorité des prises de parole hier soir. C'est un projet de loi qui a été retardé, ne l'oublions pas, qui devait être examiné bien plus tôt. Le gouvernement avait fait le choix d'examiner tout d'abord la réforme ferroviaire, la réforme de la SNCF, avant cette réforme des transports. Oui, mais même, je crois que le gouvernement a surtout voulu placer ça après le débat. Il y a beaucoup de choses qui ont été reportées après le grand débat national. Il va falloir qu'on rentre dans le cœur du sujet un jour ou l'autre, parce que sinon on ne va pas y arriver. Oui, le financement, bien sûr, ce sont les prises de parole d'hier qui révèlent ça, c'est qu'il y a une absence de financement de toutes ces bonnes volontés affichées. Est-ce que ce projet de loi apporte réellement des solutions pour améliorer la mobilité des Français ? Oui, on a des pistes sur le forfait mobilité, par exemple, qu'on veut pouvoir étendre aux véhicules électriques, hydrogène, augmentés, et pas seulement aussi aux véhicules aux 2 roues. Oui, il y a des pistes sur la pose de bornes de recharge. On sait que la mobilité électrique, elle doit s'accompagner d'un plan de déploiement des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça s'inscrit aussi dans le cadre du rapport. Oui, il y a des pistes. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le financement qui pêche un petit peu. Est-ce que la ministre Elisabeth Borne vous a rassuré sur ce financement ? Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de... Non, mais hier, elle était dans l'hémicycle. Oui, alors on a beaucoup discuté en fait des projets locaux dans cette première partie de discussion. Après la discussion générale, on a beaucoup parlé des projets structurants sur les territoires, assez peu finalement encore du fond du sujet sur la loi l'homme. En tout cas, moi, elle m'a rassuré sur un point, c'est que le gouvernement et elle-même a apporté son soutien à un amendement que je vais défendre dans le cadre de cette loi l'homme qui vise à défiscaliser, ou en tout cas de ne pas imposer des cotisations salariales et des cotisations URSSAF sur des avantages qui sont considérés aujourd'hui comme des avantages en nature lorsqu'on recharge son véhicule électrique sur son lieu de travail. Pour terminer rapidement, il faut rappeler la mobilité et le transport, c'est un sujet majeur. 25%, un Français sur 4, 25% des Français ont refusé une offre d'emploi faute de solutions de mobilité. Bien évidemment, l'automobile a été d'abord un vecteur de liberté pour aller en vacances dans les années 50-60. Aujourd'hui, c'est plus un sésame pour obtenir un poste, et notamment dans le milieu rural, où les emplois ne sont pas forcément concentrés dans sa petite ville. Merci. Stéphane Piednoir, sénateur LR du Maine-et-Loire. Vous êtes également un matheux, professeur de mathématiques à Angers. Jean-Michel Blanquer avait confié à Cédric Villani, le député de l'Essonne, La République En Marche, un rapport sur les forces et les faiblesses de l'enseignement des mathématiques en France. J'ai une question à vous poser. Au niveau mondial, on en est où ? On a toujours des bons matheux en France. C'est vraiment tout le paradoxe de notre système d'enseignement, c'est-à-dire qu'on a à la fois les meilleurs. L'école française des mathématiques. On a une élite. Pas seulement en maths, mais globalement en sciences. On a aussi un prix Nobel de physique l'an dernier, il ne faut pas l'oublier. Donc on a une élite qui est extrêmement performante au niveau mondial. Et derrière, on a, tout le monde... Vous savez, moi, quand j'étais encore professeur de mathématiques en exercice, à chaque fois que je le disais à Angers, à chaque fois que je disais ça, je me disais, oh, mais moi, les mathématiques, c'était horrible, c'était vraiment ma matière que j'exécrais. Il y a véritablement un problème sur le rapport des Français aux mathématiques. En tout cas, ça permet de devenir sénateur.
Oui, parfois, oui, avec des... Merci beaucoup trajectoires. Stéphane Piednoir. Merci beaucoup. Sénateur LR du Maine-et-Loire. On passe à l'agenda justement, ce qui se passe au Sénat aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs temps forts. Aujourd'hui à midi, une audition importante, l'audition de Jacques Toubon, le défenseur des droits par la Commission des affaires sociales. Jacques Toubon auditionné sur son rapport sur la dématérialisation et l'inégalité d'accès aux services publics. À 14h30, un colloque important. On a parlé dans les titres, un colloque sur le Brexit et son impact sur la vie économique française. Gérard Larcher, le président du Sénat, et Xavier Bertrand notamment sont attendus pour débattre des conséquences du Brexit sur la France, alors que Londres va demander officiellement un report du Brexit. Enfin, bien sûr, un des grands temps forts, ce sera demain matin, 8h30, le bureau du Sénat qui se réunit sur les suites à donner au rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Nous serons présents, bien évidemment. Évidemment, bien sûr, on passe maintenant à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale qu'on va examiner ensemble. À tout de suite. Saveria, on démarre avec la une de la Dépêche du Midi. Un ministre dans la tourmente. Il s'agit de Christophe Castaner, bien sûr, et au Sénat hier. Après le saccage des Champs-Élysées samedi, 5 mois seulement après son arrivée place Beauvau, Christophe Castaner est la cible de l'opposition qui l'a bousculé hier, tout d'abord à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité, puis au Sénat pendant les 3 heures d'audition. Le ministre de l'Intérieur n'est pas venu seul hier pour rendre compte de l'action du gouvernement lors des violences survenues lors de l'acte 18 des Gilets jaunes. Heureusement pour le ministre, tant le feu de questions était nourri, précis, parfois proche de l'attaque personnelle. Christophe Castaner a notamment révélé que les manifestants ont failli reprendre l'Arc de Triomphe samedi. Et puis dans Le Progrès de Lyon, c'est la démission du cardinal Barbarin qui occupe la une. Le pape dit non. C'est une décision qui choque. Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin après sa condamnation pour non-dénonciation d'atteinte sexuelle, invoquant notamment la présomption d'innocence. Le pape dit vouloir attendre le jugement en appel. Cette décision du pontife argentin risque d'accroître le désarroi des catholiques face à une affaire qui dure déjà depuis 3 ans et demi. Et surtout, cela risque d'entretenir le doute sur la résolution de l'Église à appliquer une politique de tolérance zéro contre les pédocriminels et les évêques qui les protègent. Voilà, la une de Paris-Normandie. 2 cargos surveillés de très près après, vous le savez, le naufrage du Grande America. Et alors que la nappe de fioul devrait toucher les côtes françaises dans quelques jours, 2 navires sont au Havre. Des cargos sous haute surveillance. Faut-il mettre en cause toute la flotte Grimaldi Lines après le naufrage du Grande America? C'est la question que pose l'ONG Robin des Bois. Elle s'interroge au sujet de 2 navires du même armateur, le Grande Nigeria et le Grande Brésil, qui étaient hier en instance de départ et d'arrivée au Havre. Elle demande à ce qu'ils soient surveillés et inspectés de façon détaillée. À la une de Midi Libre, le journal dirigé par Olivier Biscay, c'est le grand oral. Le grand oral de qui? Eh bien du ministre de l'Éducation nationale à Midi Libre devant 100 élèves. Pour la 30e édition de la Semaine de la Presse à l'école, Midi Libre a organisé une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et des collégiens et des lycéens venus de toute la région. Harcèlement, réforme, fake news. Jean-Michel Blanquer a répondu à toutes les questions. Un ministre pédagogue qui a visiblement séduit les élèves, pas les enseignants, très mobilisés contre le projet de réforme de l'école et du lycée voulu par le ministre. La grève nationale hier a été très suivie par les enseignants, justement. Merci beaucoup Saveria, on vous retrouve demain évidemment pour Territoire Sénat avec une actualité parlementaire particulièrement chargée cette semaine. Merci à vous et à demain. Nous on continue dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais également dans les départements français des Outre-mer, puisque vous le savez, ils sont nombreux, et puis on se retrouve ensuite à regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux. Là, c'est l'actualité de ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier au soir, les émissions politiques, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Très bonne journée. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs.
C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon dans l'assiette et dans les champs. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Nous avons souhaité que tous les auteurs puissent être sanctionnés, tous les troubles interrompus. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. En réalité, il n'y a pas de stratégie. On navigue à vue, on est dans le brouillard, rien ne remonte, rien ne redescend. Alors vous me direz, dans la chaîne de commandement, il faudrait un moment que tout le monde se remette à bosser. C'est-à-dire que le président de la République descende des pistes de ski et que Christophe Castaner remonte des boîtes de nuit. Dans une démocratie normale, le ministre de l'Intérieur aurait remis sa démission. C'est quand même inconcevable de faire porter la responsabilité du ministre sur le préfet de police. C'est un peu facile. Il a dit ce matin qu'il n'avait pas été obéi ce week-end. Alors s'il n'est pas obéi, ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de contrôler son ministère, de se faire obéir de son ministère. C'est une faute grave pour un ministre de l'Intérieur. Donc oui, bien sûr qu'il devrait démissionner. C'est évident qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il est l'homme des mauvais choix politiques, des mauvais choix du point de vue du maintien de la sécurité. Quand on sait ça, qu'on n'a pas le mode d'emploi pour sortir de la crise de la démocratie qu'on est en train de traverser, le mode d'emploi parfait, on fait preuve d'un minimum d'humilité, on évite l'arrogance, on évite les petites phrases, on évite de commencer son quinquennat par payer les plus riches qui ont financé sa campagne. Il y a une réponse politique, il n'y a pas encore les solutions, on les attend avec impatience et on commence à avoir des idées là-dessus quand même très précises. Mais oui. Vous attendez les solutions. Non, vous attendez les solutions. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, mais vous attendez les solutions. Mais gouverner, c'est prévoir. Je crois que vous aviez un programme d'ailleurs. Ce qui est crédible, c'est de faire en sorte que tous les moyens à la disposition de la police et de la gendarmerie soient pleinement utilisés. Et c'est de faire en sorte aussi que la loi Retailleau puisse entrer en vigueur rapidement pour permettre des interdictions administratives de manifester pour les gens qui ont commis des actes de violence ou participé à des actions collectives violentes. Le gouvernement est toujours en retard et à côté de la plaque. C'est-à-dire ça n'a aucun sens. On va interdire les Champs-Élysées, on va manifester avenue Montaigne. À un moment, il faut interdire à Paris toute manifestation qui n'est pas strictement organisée, dans laquelle des responsables ne s'engagent pas. Le sujet ne doit pas être de se focaliser sur les manifestations. Hier, il y a eu en moyenne 13,5% de grévistes. Je le considère, je ne méprise pas ça. C'est à regarder, j'écoute les organisations. Mais ça ne doit pas nous faire oublier tout le reste, c'est-à-dire la nécessité de faire progresser nos élèves, de hausser le niveau. Vous savez, j'ai deux objectifs très clairs. Élever le niveau général et la justice sociale. Et les deux vont ensemble. Voilà, le Zapatin de Christophe Combarieux, comme chaque matin. Demain, c'est Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, qui sera notre invité. On parlera du service universel et puis du permis de conduire pour les jeunes aussi. Il sera présent sur ce plateau en direct. Et puis en duplex et en direct aussi, nous aurons les télés locales de France. Demain, celle des Hauts-de-France, OUEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Et dans le Sud-Ouest, la chaîne du groupe Sud-Ouest, TV7 à Bordeaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Au revoir.